On va parler aujourd'hui du conflit en Ukraine et des enseignements pour la France face au retour de la haute intensité. Alors quels sont les enseignements qu'on peut tirer de la guerre actuelle en Ukraine? Je pense qu'il y a trois principaux enseignements à retenir. Le premier, c'est que le conflit qui se déroule actuellement en Ukraine confirme la tendance qui a été annoncée depuis plusieurs années dans les documents stratégiques, notamment dans la revue stratégique de 2017, sur le retour de la haute intensité. Le second enseignement, c'est que ce conflit est une sorte de laboratoire des guerres futures que l'on pourrait connaître dans les prochaines années. Et enfin, le troisième enseignement est que cette guerre appelle à poursuivre la modernisation engagée de l'armée française, à poursuivre le fait de combler les lacunes capacitaires des armées et de renforcer la coopération avec nos alliés, que ce soit au sein de l'UE ou de l'OTAN. Alors sur le premier point, qu'est-ce que c'est le retour de la haute intensité? Pourquoi on parle de retour de la haute intensité? Pendant toute la guerre froide, on était dans une logique de bloc, d'affrontement avec des armées dimensionnées pour des conflits de haute intensité, des affrontements majeurs avec d'importants effectifs, un nombre d'équipements très important. Pour vous donner quelques chiffres, par exemple, l'armée française, pendant les années 90, était environ 400 000 hommes contre 200 000 aujourd'hui. Le nombre de chars, c'était environ 1300 chars contre environ 220 aujourd'hui. Après la fin de la guerre froide, avec la chute de l'Union soviétique, on est passé dans un format d'armée beaucoup plus réduit, des armées beaucoup plus modernes qui étaient dimensionnées pour faire face à ce qu'on appelle les conflits asymétriques, donc se battre contre des acteurs non étatiques, des groupes terroristes, des États faillis, et c'est ce qu'on voit sur les opérations des dernières décennies, l'opération Barkhane au Sahel qui est en train de prendre fin, ou alors l'opération Harmattan en Libye en 2011, ou la coalition internationale en Afghanistan, l'ISAF. Pourtant, depuis quelques années, on voit un retour de conflits dits de haute intensité, d'affrontements entre armées conventionnelles, entre États. C'était le cas au Karabakh en 2020 entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, et c'est le cas aujourd'hui entre l'Ukraine et la Russie. Et cela pose un certain nombre de questions, et en sachant que ce n'est pas pour autant la fin des conflits asymétriques, c'est-à-dire qu'on est en parallèle, on a des conflits asymétriques qui se poursuivent avec de la lutte antiterroriste, et on a un retour de ces conflits de haute intensité entre puissances conventionnelles. Si on regarde la façon dont se déroule la guerre en Ukraine, il y a plusieurs enseignements intéressants qu'on peut retenir sur ce que pourrait être une guerre de haute intensité. Une guerre de haute intensité, c'est déjà un conflit qui engage d'importants moyens humains, d'importants moyens matériels. On estime que les Russes ont déployé environ 100-150 000 hommes en Ukraine. Il y a eu énormément de chars qui ont été déployés, mais la conséquence, c'est qu'il y a de lourdes pertes. Les Russes ont perdu, là, dans les premières semaines du conflit, plus de 200 chars, selon les estimations, ce qui correspond à l'intégralité du parc de chars Leclerc dont dispose l'armée française. C'est une guerre qui dure, qui est longue, qui a pour conséquence d'importantes pertes humaines. On estime le nombre de pertes de soldats russes à environ 10 000 soldats, selon les chiffres. Et donc c'est une guerre à laquelle il faut se préparer, il faut préparer les opinions publiques, et maintenant la question est de savoir est-ce que l'armée française est prête pour ce type de conflit. Alors ce qu'il faut savoir sur le format, le dimensionnement des armées françaises, l'armée française c'est une armée de pointe, très moderne, mais cette modernisation s'est un peu fait au détriment de la masse. La force de l'armée française, c'est qu'elle couvre l'intégralité du spectre, elle est capable de faire à peu près tout. C'est une armée professionnelle qui est habituée à se battre, qui a une expérience de combat importante ces dernières années, avec plusieurs opérations extérieures sur lesquelles je ne vais pas revenir. C'est une armée avec de l'équipement moderne, de l'équipement dit combat proven, donc qui a été utilisé en opération, donc qui est fonctionnel. Et c'est une armée qui fait des retours d'expérience réguliers pour s'améliorer, pour améliorer sa doctrine, ses équipements. Maintenant, ses faiblesses, c'est le manque de masse. 200 000 soldats, c'est très peu. Voilà, je vous disais que les Russes ont déployé à peu près 150 000 soldats en Ukraine. C'est très peu. Environ 200 chars, environ 200 aéronefs, une vingtaine de bâtiments de surface, une quarantaine d'hélicoptères de combat. C'est une armée d'un format très petit. Se pose également la question des stocks. Pour un combat de longue durée, il faut des stocks suffisants de munitions, de pièces détachées, pour la maintenance des véhicules, de carburant, etc. Et on voit que c'est des éléments qui font défaut aux Russes, et c'est pour ça que cette offensive contre l'Ukraine peine à avancer.
côté russe. Et après, évidemment, l'acceptabilité des pertes dont je parlais tout à l'heure. La France a perdu environ 500 soldats en opération extérieure depuis la guerre d'Algérie, donc depuis les années 60, depuis la fin de la guerre d'Algérie. Un conflit de haute intensité, quand on voit les pertes russes et ukrainiennes, c'est complètement différent. Et est-ce que les populations sont prêtes à accepter ce type de pertes? Et donc, quelle solution face à cette transformation des conflits modernes? Eh bien, il faut poursuivre la modernisation de l'armée française qui a été engagée ces dernières années. On a une modernisation qui a été engagée, par exemple, du bas du spectre de l'armée de terre, avec un remplacement des VAB et des VBCI par des Griffons et des Jaguars. On a une transformation en cours de ce qu'on appelle le haut du spectre, donc c'est avec les moyens plus lourds, les chars de combat, les chars Leclerc qui sont en train d'être modernisés. On a le projet MGCS au niveau franco-allemand. Également modernisation de l'aviation, donc les Rafales qui progressivement vont être remplacés par le futur avion de combat, le SCAF qui est développé par la France, l'Allemagne et l'Espagne, qui sera développé. Remplacement de porte-avions Charles de Gaulle par le nouveau porte-avions nouvelle génération, etc., etc. Donc on a toute cette modernisation. Pour poursuivre cette modernisation, il faut des budgets de défense conséquents. On a une hausse progressive du budget des armées depuis 2017, avec un budget qui s'élevait en 2021 à environ 39 milliards d'euros, soit environ 1,8% du PIB. Il faut poursuivre cette hausse du budget. Et évidemment, il faut renforcer la coopération avec les alliés au sein de l'UE, au sein de l'OTAN, car il y a peu de chances que la France soit engagée seule dans un conflit de haute intensité. De toute façon, elle n'aurait pas les moyens humains et matériels, hein, comme on l'a vu en termes d'effectifs et d'équipements. Et évidemment, il est important, comme le rappelle également un rapport qui est sorti récemment, de reconstituer des stocks stratégiques de munitions, de pièces détachées et d'un certain nombre d'équipements pour pouvoir faire face aux défis posés par les conflits de haute intensité.